Madame la ministre, permettez-moi de vous faire part de mon inquiétude à propos d'une rumeur insistante relative à la création d'une nouvelle section du Conseil national des universités intitulée Institutions, économie, territoire et société. Si cette rumeur devait être confirmée, ce serait une catastrophe pour la visibilité et l'avenir de la recherche en sciences économiques dans notre pays. Jean Tirole n'y va pas par le dos de la cuillère. Moi, en plus, il parle de catastrophe. André Orléans, bonjour. Olivier Favreau, bonjour. Je vous reçois pour évoquer à la fois les motifs qui ont pu conduire à souhaiter, vous êtes président de l'AFEP, André Orléans, donc l'Association française d'économie politique, les motifs qui ont pu conduire à souhaiter la création de cette nouvelle section, et donc ce fameux débat qui aujourd'hui fait la une, avec en particulier ce courrier de Jean Tirole, adressé par Jean Tirole à la ministre. D'ailleurs, la première chose, oui, on a été très surpris de cette intervention de Jean Tirole, surtout par son caractère, comme vous l'avez souligné, excessif par rapport à cette réforme que nous proposons d'une nouvelle section. Il nous semble que dans ce que nous proposons, en fait, il s'agit plutôt d'ouverture, de donner des possibilités nouvelles à des économistes qui aujourd'hui sont dans des courants minoritaires ou hétérodoxes et qui, par le jeu des institutions actuelles de l'enseignement supérieur, n'arrivent pas à faire de carrière ou ne sont pas évalués de manière impartiale. Et donc, on propose quelque chose de nouveau, un espace nouveau, sans jamais enlever quoi que ce soit aux institutions qui sont reconnues par Jean Tirole. Donc, c'est un peu, oui, c'est tout à fait excessif. Alors peut-être pour faire un petit peu de pédagogie, pour ceux qui ne connaîtraient pas nos méandres universitaires, oui. Le Conseil national des universités, donc la section 05, sciences économiques, c'est le lieu où sont décidées des qualifications pour les maîtres de conférences, les promotions pour les grands professeurs des universités. Donc évidemment, quand on est dans une telle instance et qu'on est minoritaire, on a peu de chances, ça peut aboutir à une disparition, pure et simple. Oui, et c'est vraiment, et c'est ce qui se passe en fait, hein, c'est ça le diagnostic de fond. Qui a conduit à cette demande de réforme, c'est qu'on constate objectivement, avec des statistiques, que les courants qu'on peut appeler minoritaires, hétérodoxes, enfin qui ne se reconnaissent pas dans le courant néoclassique et le courant ultra-dominant dans l'ensemble de l'économie, disparaissent et sont en voie d'éradication totale. Ça n'a pas toujours été le cas. La France a été toujours une terre où il y avait des traditions keynésiennes, marxistes, institutionnalistes qui existaient en bonne entente ou plus ou moins bonne entente avec les néoclassiques. Et les institutions universitaires fonctionnaient assez bien et permettaient cette coexistence de différentes pensées. Et puis, il y a eu une professionnalisation d'une certaine manière et une vision de plus en plus étroite de ce qu'était l'économie. Et au fond, la lettre de Jean Tirole exprime tout à fait bien cette vision, cette étroitesse dans la conception de ce qu'est l'économie. Et cette vision étroite a conduit à des méthodes d'évaluation qui arbitrairement excluent les pensées critiques. Et il nous semble que c'est très mauvais, non seulement pour l'économie elle-même, parce que l'économie a besoin, elle aussi, de concurrence, elle a besoin d'innovation, on ne sait pas jamais très bien, comme dans toutes les sciences, où est-ce que seront les nouvelles découvertes, vers quoi il faut aller, donc on a besoin d'un pluralisme économique fort, et je crois que c'est plutôt une preuve de santé qu'autre chose, et aussi notre vie démocratique aussi a besoin d'un pluralisme des propositions, des analyses, parce qu'une vie démocratique dans laquelle il y aurait un seul modèle d'économie, évidemment, serait une vie démocratique tronquée, puisqu'elle n'aurait pas les possibilités d'imaginer autre chose, d'avoir d'autres politiques. Donc, comme on l'indiquait, sans vouloir revenir sur l'organisation actuelle de l'économie néoclassique, on proposait qu'il y ait une nouvelle section qu'on propose, nous, d'appeler économie et société, qui soit une vision, qui défende une vision de l'économie proche des sciences sociales, très ancrée au sens social. Donc, il y aurait aussi c'est pas la question de la mathématisation, forcément, qui est en cause, parce qu'il y a des gens qui mathématisent ça, mais disons qu'il y a comme axe cette idée
idée d'économie sciences sociales et qui permettrait donc de permettre à des bons économistes, c'est-à-dire qui ont des bonnes publications, de faire une carrière normale et d'intervenir dans le débat d'idées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour une raison que les spectateurs doivent comprendre immédiatement, c'est que le processus d'évaluation est tronqué, parce qu'à la base du processus d'évaluation chez les économistes, il y a l'idée que les articles sont évalués non pas tant par leur qualité intrinsèque, mais par la revue dans laquelle ils sont publiés. Donc on a fait une hiérarchie des revues, avec des revues A, B, C et D, et selon que votre article est dans une revue A, B, C et D, vous-même, vous êtes évalué A, B, C, D. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait problématique pour deux raisons. Une raison simplement logique, c'est qu'il peut y avoir des articles mauvais dans des bonnes revues et des articles bons dans des mauvaises revues. Donc qualifier un article uniquement à partir de la revue est problématique. Et d'autre part, surtout, cette hiérarchie renvoie à une certaine conception de ce qu'est la science normale. Et donc, il n'y a pas en rang A de revues institutionnalistes, de revues post-keynésiennes, de revues marxistes. Et donc, automatiquement, ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces courants dominants sont exclus d'une carrière normale. Donc, on essaye de développer une autre vision, celle d'économie sociale. Et là, on refuse l'idée d'hiérarchie de revues. Et c'est ça notre idée. Olivier Favreau, ce rôle des rankings, des revues, le fait que quand même ça promeut une certaine uniformité en matière de pensée. On a évoqué la mathématisation. J'allais vous poser une question très provocatrice en disant, au fond, aujourd'hui, vous seriez professeur, Olivier Favreau, dans le contexte tel qu'il est en train d'évoluer et tel que si rien ne change, avec votre ampleur de vue, votre volonté tout au long de votre carrière de faire dialoguer les sciences sociales, vous auriez... C'est une bonne question, non ? C'est une question... moi, je suis persuadé que je ne l'aurais pas été. Et je crois que beaucoup d'autres collègues sont dans ce cas-là. Ouais. Oui, et moi aussi, parce que moi, je suis fondamentalement, en tant qu'universitaire, un passionné par le pluralisme, j'aime le débat d'idées, et je vois bien qu'on est maintenant dans une organisation de la communauté universitaire en France, peut-être d'ailleurs pas simplement en France, qui en fait exècre le pluralisme, et qui, sous prétexte d'une définition peut-être légitime dans son espace propre, mais en tout cas beaucoup trop étroite de ce que doit être la science économique, conduit à expulser toutes les autres formes de travail scientifique et donc aussi toute forme de débat et de discussion critique. Alors souvent, quand nous discutons avec nos collègues et amis, alors qu'on va qualifier d'orthodoxes, ils nous disent « mais enfin, regarde, comme la compétition est sévère pour nous, pour être publié dans les revues ». Et je ne le conteste pas nous ne le contestons pas du tout. Mais la compétition a lieu dans un espace extraordinairement étroit de ce que Lakatos, en philosophie des sciences, aurait appelé les hypothèses auxiliaires. Et on ne touche pas aux hypothèses fondamentales. Ce qui est normal, on ne peut pas tout le temps remettre en cause des hypothèses fondamentales. Mais ce n'est pas gênant s'il y a d'autres paradigmes à côté qui, eux, partent d'autres hypothèses fondamentales. C'est ce type de débat autour de ce que Lakatos appelait les hypothèses fondamentales des programmes de recherche, c'est voilà, ce débat-là qui est en train de disparaître complètement institutionnellement. Et c'est extrêmement grave pour l'avenir de notre chère discipline, puisque nous sommes économistes et voilà, on aime cette discipline. C'est grave aussi, permettez-moi de le dire, même à un autre niveau, qui est le niveau de la grande tradition universitaire. Nous avons quand même plein de signes, y compris certains propos un peu excessifs dans certaines lettres ou messages qui ont pu circuler aussi, ici et là, ou la grande tradition universitaire qui est, je dirais, d'enseigner les idées des autres, même si après on défend les siennes. Cette tradition-là, elle est menacée. C'est vrai qu'on ne peut pas tout à fait faire abstraction du terme d'obscurantisme, par exemple. Parfois, c'était étonnant quand même. Voilà, oui, vous faites allusion à... Oui, dans la lettre de Jean Tirole, il dit que il assimile les critiques à du relativisme antichambre de l'obscurantisme. Oui, absolument. C'est en fait des propos effectivement très, très, très forts. Et comment expliquer alors ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que ça ne retire rien
à l'orthodoxie d'envisager cette nouvelle section. Comment expliquer cette volonté absolument de ne pas... Écoutez, ça n'existe pas. Enfin, c'est étonnant. D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est contradictoire, puisque les mêmes qui nous traitent de ratés, de frustrés dans absolument d'autres, que vous restiez dans la veulent maison. veulent absolument que nous restions. Donc, il y a là quelque chose, en effet, d'un peu contradictoire. J'ai du mal à m'expliquer ce type de comportement. Je crois que il me semble qu'il y a une volonté de monopoliser le terme d'économiste à une seule chapelle et un peu de refuser dans d'autres visions. Mais c'est vrai que ces propos sont en effet tout à fait excessifs et malheureusement, je pense qu'elles expriment un certain climat. Tous nos collègues ne sont pas comme ça. C'est pas la guerre ouverte continuelle dans nos institutions, mais c'est vrai que ça exprime quand même un certain climat qui peut montrer comment si vous voulez, quand quelqu'un d'hétérodoxe, de critique dans ces courants dont j'ai rappelé les intitulés tout à l'heure, se présente devant une comité d'évaluation, on peut comprendre quand on entend ce type de propos qu'il ne va pas être évalué très sereinement. Et donc il y a beaucoup d'a priori et que ça peut conduire à ces rejets. Et vous savez que nous avons fait des statistiques qui n'ont jusqu'à maintenant pas été démenties. Sur la période 2005-2011, sur 120 nominations de professeurs, on a compté, évidemment c'est toujours délicat, mais on a compté seulement 6 économistes qui feraient partie de ces courants minoritaires. Donc c'est très très peu, et ça va de... Ce qu'on observe aussi, c'est dans les retraités, par exemple, il y a un certain nombre de retraités très célèbres, Robert Boyer, Michel Aglietta, qui ont joué des rôles considérables dans la pensée keynésienne, marxiste, régulationniste, et que ces retraités, ils n'ont pas été remplacés. Et donc, il y a un dépérissement véritable. On a vu quand même les conséquences de cette homogénéité, de cette monopolisation du discours dans l'incapacité dans laquelle ont été les économistes de prévoir la crise financière de 2007-2008. Il faut rapprocher les événements. C'est une communauté trop sûre d'elle-même, trop homogène, qui finit par s'aveugler. Et donc, comme nous le disons, notre proposition n'enlève rien à qui que ce soit. Elle n'enlève rien à l'organisation telle que le courant néoclassique veut l'imaginer, sur ses rankings. Si ça lui va, c'est très bien. Et d'autre part, nous pensons que l'aiguillon de la concurrence, qui devrait être quelque chose qu'ils comprennent aisément, l'aiguillon de la concurrence est nécessaire aussi pour que ces courants dominants innovent, voient les choses de manière différente, etc. Donc il y a là une mesure qui est tout à fait salutaire, et il est vraiment... vous savez que le ministère, début décembre, avait annoncé qu'il se rangeait à cette mesure de cette nouvelle section. Il y a 60 sections, ce n'est pas une révolution de faire une nouvelle section. En plus, nous le proposions à titre expérimental. Donc on avait 4 ans pour voir ce que ça donnait, et dans 4 ans, on aurait évalué les résultats. Donc on n'est pas dans des propositions maximalistes. Et malheureusement, semble-t-il, sous cette pression, la ministre est revenue sur sa décision. Et donc nous en sommes vraiment très, très tristes. En disant qu'on allait continuer, qu'elle voulait vérifier que l'institution actuelle au CNU allait respecter le pluralisme, etc., qu'elle s'y était engagée. Mais je crois qu'il y a des raisons structurelles, ce n'est pas des questions d'être gentil ou méchant, il y a des raisons structurelles qui font que le pluralisme n'existe pas, en particulier cet attachement très étroit, quasiment passionnel, des économistes au ranking des revues. Pour eux, c'est très important, ils ne voient pas que par ce seul motif, ils excluent plein de gens qui ne se reconnaissent pas dans ce ranking et donc qui n'ont aucune chance jamais d'être évalués dès le départ. Ils savent que ils ont publié dans des revues que eux considèrent C ou D, et donc le jeu est fait dès le départ en quelque sorte. Vous voyez, c'est tout à fait contre-productif. Et ils croient peut-être aussi un peu trop dans leurs propres agences de notation. On évoquait la liste
la section 37 du CNRS, évidemment, une fois que vous avez commencé à classer les revues et qu'il n'y a plus qu'à compter sans même lire les papiers, ça tombe mécaniquement. Exactement. Et ça, tout à fait, c'est ça que ça continue. En plus, la crise a montré que parfois les agences de notation pouvaient se tromper quand même. Hein. Oui, surtout en matière scientifique. L'histoire, si vous regardez l'histoire de la science, vous voyez toujours que même les plus grands scientifiques n'arrivent pas à imaginer quels seront les développements suivants. Donc on ne peut pas juger en substance où est-ce qu'il y aurait de la découverte. Si on le savait, la science ne serait pas la science. Et donc il y a une incertitude sur où seront les découvertes qui demande une ouverture d'esprit qui normalement est l'ouverture d'esprit propre à l'éthos scientifique. Et donc ce n'est pas en allant où tout le monde est aujourd'hui qu'on va faire des centres d'élite en France qui vont concurrencer les grandes universités américaines. C'est précisément, on a, comme le disait Olivier, il y a des traditions critiques en France extrêmement fortes, vivaces, de longues années, et il faut les faire vivre, elles-mêmes les transformer, évidemment, mais elles ont droit d'existence. On peut être, il y a des choses à découvrir dans les courants que schumpeterien, keynésien, post-keynésien, marxiste, l'institutionnalisme sont des courants et d'autres qui méritent d'exister. Et d'ailleurs, on est très soutenu, n'est-ce pas, à l'international. Il ne faut pas croire que c'est un combat uniquement français. On a fait une tribune, la FEP, sur cette question pour proposer cette nouvelle section, et on a de forts soutiens internationaux, James Galbraith, Steve Keen et un grand nombre d'économistes reconnus internationalement. Donc ce n'est pas simplement une vision étroitement française et périmée de l'état de la science. Je souris, parce qu'un journaliste du Monde avait communiqué en lien avec cette tribune en disant il y a quand même de belles signatures parmi les ratés et les frustrés. Donc c'était quand même intéressant. Olivier Farreau, peut-être pour conclure, Jean Tirole évoque beaucoup cette évaluation par les pairs, et strictement par les pairs. Mais il y a une société aussi, et il y a des évolutions technologiques qui peuvent permettre d'envisager d'autres choses que le seul regard des pairs choisi par un board éditorial d'une revue qui accessoirement peut parfois siéger dans la section qui va évaluer sa propre revue. Enfin voilà, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat, mais on peut imaginer plein de nouvelles choses. Il ne faut pas fermer le débat comme ça sur cette histoire de pairs. La science, elle est financée par le contribuable, elle est au service du grand nombre aussi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que nous, économistes, nous devrions entendre ce que dit la société sur notre performance en matière soit de prédiction, soit d'explication, et particulièrement depuis la crise. On raconte que la reine d'Angleterre elle-même est allée à la London School of Economics en disant « mais enfin, écoutez, vous êtes censés être les meilleurs économistes de la planète et vous n'avez rien vu venir ». Donc effectivement, là, il y a une interrogation que nous devons affronter. Là, j'ai parlé de la reine d'Angleterre, mais on pourrait généraliser ça, effectivement, au niveau des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics eux-mêmes auraient intérêt au pluralisme des idées. Parce qu'au fond, s'il n'y a qu'un seul paradigme qui alimente le gouvernement en proposition de politique économique, d'abord, où est l'autonomie du politique? Et on risque de se trouver dans une situation où, soit de méfiance systématique du politique par rapport à ces experts, ces savants cosinus si fiers de leurs équations, ou au contraire, voilà, ils en sont les esclaves et puis ils les suivent aveuglement. Le pouvoir politique, il a besoin qu'on lui offre des alternatives. Et au fond, derrière la réforme très pragmatique qu'on propose à titre expérimental, il y a aussi cette idée de rouvrir le jeu, remettre de la concurrence, réinstaurer une possibilité de débat, rouvrir des marges de manœuvre et au fond retrouver, y compris des possibilités de discussion avec nos chers collègues au plus grand bénéfice, et d'ailleurs aussi des étudiants, parce qu'après tout les étudiants eux-mêmes ont envie d'être confrontés à des options différentes entre lesquelles ils auront à exercer leur choix d'adultes et plus ultérieurement de citoyens. Mais il faut, en fait, c'est pas tellement la question des pairs et forcément a de l'importance dans les jugements qu'on se fait les uns les autres et dans les commissions de spécialistes. Donc plus que
plus que la question des pairs, c'est la question des méthodes que les pairs utilisent. Et ça, c'est ce qu'on vient de dire sur le ranking, qui fait que les discussions entre pairs sont pas équitables à cause de ce ranking. Donc on peut améliorer même l'évaluation par les pairs. Naturellement. Et puis à l'heure de l'open data qui retient tant l'attention, on peut imaginer de très, très nombreuses innovations. Et donc le pire serait d'être prisonnier d'un conformisme, d'une vision peut-être un peu étroite. C'est ça la conclusion qu'on peut donner à cet entretien? Tout à fait, oui. Très bien. André Orléans, Olivier Favreau, merci infiniment de votre venue. Merci à vous.